Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Sud FM, l'info, c'est ici. En politique, le leader du parti PASTEF démarre son Némékou Tour, une tournée nationale de 3 jours. Ousmane Sonko avertit le pouvoir contre toute éventuelle attaque et promet de répondre à la hauteur de l'acte. Vous l'écouterez dès le début de ce 18h, épidémie de Covid-19. Plusieurs variants du coronavirus détectés entre avril et mai au Sénégal, dont le variant indien très contagieux. L'Institut Pasteur alerte tandis que la direction de la prévention appelle au respect des mesures barrières. Au même moment, les cas de contamination grimpent entre hier et aujourd'hui. 141 nouvelles contaminations ont été enregistrées par les autorités sanitaires. Hivernage 2021, lutte contre le paludisme, le service d'hygiène lance les opérations de délarvation dans plusieurs zones de la capitale. Quant au saupoudrage, ces opérations vont démarrer le mois prochain. Assurance du lieutenant Armand Sec. Perturbations en vue dans le secteur de l'éducation. Le G7 va observer un débrayage le mardi 22 juin et une grève totale le mercredi 23 juin. Les syndicalistes dénoncent les violences faites envers les enseignants et pointent du doigt le mutisme des autorités académiques. L'actualité internationale va boucler cette édition mise en onde par Pape Laïdjei. Bienvenue à toutes et à tous. Josette Kali qui vous dit bonsoir. Ousmane Sonko annonce le début de sa tournée politique dénommée Némékou Tour les 23, 24 et 25 juin prochains. Le leader du parti PASTEF avertit toutefois le pouvoir qu'il ne permettra aucune attaque et promet de riposter. Ousmane Sonko que nous écoutons au micro de Aïssatou Gueiba. Le peuple ne veut pas de lui. Le peuple ne veut plus de lui, ni de son équipe, ni de ses méthodes. Et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur 2 ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps à chaque étape de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à nous voir, et nous étalerons cette tournée sur 2 ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informées que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier avec Bougane Gueye Dany. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous riposterons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était à l'instant le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui annonce le démarrage de sa tournée dénommée Némékou Tour les 23, 24 et 25 juin prochains. L'Institut Pasteur, dans un communiqué, a révélé la présence de nombreux variants du coronavirus au Sénégal après un échantillonnage sur les voyageurs sortant pour la période allant d'avril à mai 2021. La direction de la prévention confirme et appelle les Sénégalais à redoubler d'efforts sur le respect des gestes barrières. Par ailleurs, le directeur rassure sur la disponibilité des vaccins, même s'il reconnaît un engouement mineur des Sénégalais. Abdoulaye Diop. 53 aujourd'hui, 88 hier, les cas de contamination au coronavirus repartent à la hausse, une tendance haussière au moment où les autorités sanitaires confirment la présence du variant indien hautement plus contagieux. Dr Mamadou Diaye, directeur de la prévention. Les cas qui partent à la hausse, c'est pas la première fois. Nous avions eu toujours depuis le début de l'épidémie baisse, une hausse qui a été extrêmement importante. D'ailleurs, ce qu'on avait nommé comme étant la deuxième vague, bien sûr une tendance baissière qui a duré, mais depuis quelque temps quand même, environ 1 mois, quand même, on peut voir que la tendance haussière, non seulement il y a une cassure, mais il y a même une tendance à la hausse des cas. Et face à cette situation, il faut poursuivre le respect des gestes barrières. C'est le respect des mesures barrières, c'est la discipline
distanciation, c'est le lavage des mains. C'est vraiment que les personnes soient alertes par rapport à tout ce qui a été dit. Et aussi, il y a également un élément extrêmement important, que les gens, maintenant que le vaccin est entré dans la riposte, que les gens puissent aller se vacciner au niveau des structures de santé. Sur la vaccination, le directeur de la prévention rassure sur la disponibilité du vaccin et appelle les Sénégalais à aller prendre leur dose. On voit que les gens se vaccinent, mais nous estimons quand même objectivement que la tendance à la vaccination est assez timide, que l'engouement est encore assez timide, bien qu'il y en a qui demandent, qui cherchent, qui sont en demandeurs jusqu'à présent, qui demandent, qui vont aller voir. Au moment où je vous parle, encore aujourd'hui, ces vaccins sont disponibles au niveau de tout le pays actuellement. Pour l'instant, n'est pas encore épuisé. Plusieurs variants du Covid-19 ont été détectés au Sénégal. La situation semble inquiéter les autorités. Le chef de l'État et les autorités sanitaires reprennent les appels pour le respect des mesures préventives. Abdoulaye Diop, un relâchement des mesures barrières noté chez la plupart des Sénégalais. Notre reporter Ndeye Fatou Diop est allé à leur rencontre, nous l'écoutons. Ces Sénégalais se disent toujours clairvoyants de la présence de la Covid-19. Donc on est toujours conscient que le Covid il est présent et nous prenons nos dispositions afin de ne pas choper le virus. Je suis vraiment très consciente que la maladie est encore ici au Sénégal et que aussi nous devons faire très attention. Nous savons que la Covid-19 est toujours là. Nous le savons très bien. On prend toutes nos précautions. Si certains d'entre eux sont au courant de la présence du variant indien, d'autres non, mais pensent tout de même que ceci devrait nous conscientiser à plus respecter les mesures barrières. Bon, pour ça, je n'étais pas au courant, mais vu que vous venez de me l'informer, ceci doit être vraiment une cause pour ne pas davantage laisser tomber et mieux prendre des précautions pour se protéger. Ça, j'étais pas au courant. Je savais pas que le variant indien était présent sur le territoire sénégalais. Prions juste pour que Dieu puisse nous aider. Il paraît que l'Institut Pasteur a fait une sortie pour dire que le variant indien était présent ici au Sénégal. Donc nous devons faire encore plus attention. Cette jeune fille convie les Sénégalais à plus de responsabilités. Et il paraît que la semaine passée, il y avait vraiment une baisse du taux de la maladie. Et là, il y a une hausse. Il y a une hausse cette semaine-ci. Vraiment, essayons d'être un peu plus responsables parce que c'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nous. Donc, c'est une maladie dont chacun est responsable de lui-même. Voilà, donc faisons plus attention par rapport à cela. Avec les cas en hausse légère notés ces derniers jours et la présence de plusieurs variants, les appels à la vigilance se multiplient de la part des autorités. Ndeye Fatou Diop, justement, 53 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, dont 22 cas contacts, 31 issus de la transmission communautaire, 28 identifiés à Dakar, 3 dans les autres régions. Retenez que la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit. 4065 personnes ont été vaccinées hier, portant le nombre total à 486 606 personnes. Hivernage 2021, le service d'hygiène est à pied d'œuvre pour lutter contre le paludisme. Les opérations de délarvation ont démarré selon le lieutenant Armand Seck, le chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar. Les opérations de saupoudrage démarrent en juillet, assurance du lieutenant Armand Seck. Il est joint par Khapsa Elimanouane. Nous sommes actuellement en pleine phase de lutte contre le paludisme. Actuellement, on a déjà évalué l'ensemble des gîtes larvaires que nous avons au niveau de Dakar. Donc, dans la phase de la prévention, il y a d'abord ce qu'on a appelé cette année un plan d'action opérationnel par rapport à la phase de prévention environnementale, c'est-à-dire la lutte contre tout ce qu'on a comme encombrement et surtout par rapport au gravat, parce que ça crée des points qui pourraient être dans l'hivernage des points d'eau. Donc, nous avons entamé avec l'UCG un programme de désencombrement de la ville de Dakar qu'on a dénommé le programme Alerte Gravat pour essayer au moins de lancer notre plan opérationnel de prévention environnementale des inondations et plus particulièrement du paludisme dans le cadre de la lutte contre les gîtes larvaires. Maintenant, l'autre point, c'est le point qui concerne maintenant la lutte antivectorielle au niveau opérationnel. Donc cette fois-ci, on a fait le tour de Dakar pour
lister l'ensemble des gîtes larvaires qui existent déjà, c'est-à-dire les bassins de rétention et tout ce que nous avons comme canalisation à ciel ouvert. Parce que malheureusement pour nous, la canalisation à ciel ouvert est destinée pour les eaux de pluie. Donc on ne devait pas avoir de l'eau dans ces canaux-là par rapport à la saison sèche. Mais la situation qui se pose, c'est que la population se branche clandestinement au niveau de ces canaux et ce qui a entraîné aujourd'hui une présence d'eau dans cette canalisation. Ils sont devenus des gîtes larvaires. Donc nous allons délarver ces gîtes, canalisation à ciel ouvert et bassin de rétention de l'ensemble du département de Dakar. On a déjà démarré la planification avec les équipes techniques. On a aussi fait l'estimation des besoins que nous avons remis aux autorités. Ils ont déjà commencé à mettre à notre disposition les produits. Donc ce qui reste, c'est démarrer le programme, Inch'Allah, au début du mois de juillet. Donc nous allons saupoudrer l'ensemble du département. Nous allons aussi effectuer des opérations de délarvation au niveau des gîtes larvaires et une opération de désinsectisation dans les quartiers. Sud FM. Éducation, débrayage mardi 22 juin et grève totale le mercredi 23 juin 2021 à l'appel du G7. Les 7 syndicats les plus représentatifs dénoncent la violence dans l'espace scolaire, une montée en puissance, une violence gratuite d'élèves envers les enseignants. Le G7 accuse le gouvernement qu'il doit assurer la sécurité des enseignants. L'intersyndicale pointe du doigt le mutisme coupable des autorités académiques. Elle dégage toutefois ses responsabilités quant au recrutement des 5000 enseignants pour n'avoir pas été associés. L'intersyndicale condamne également toute tentative de perversion d'introduction de la question de l'homosexualité dans les curricula de Nizia Sambou. La montée en puissance d'une violence gratuite d'élèves envers les enseignants depuis quelques années inquiète le G7. Abdou Fati, secrétaire général du CELSA, porte-parole du jour. Les élèves défient maintenant le regard du professeur, l'insulte ou le menace, allant dans les cas les plus graves jusqu'à les frapper. Pire, elles s'associent très souvent avec d'autres acteurs de l'école pour mettre la pression sur les enseignants, violenter et les obliger souvent à passer l'éponge. Ce fut le cas à Saint-Louis, au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, à Dakar, au lycée Blaise Diagne, à Bokot Djembarin, à Mbour, au lycée de Ndiaganiao, CM de Nianing, à Thiès, Bambey Serer et au lycée de Kébémer. Et malgré plusieurs alertes, les autorités à qui la loi impose l'obligation de protéger tout agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions se complaisent dans une inertie inexplicable. Selon elle, la centralité de l'élève, clamée à tout va, sans aucune conviction, autorise toutes les dérives. Elles prennent faits et causes pour les élèves, quand bien même leur culpabilité ne souffre d'aucun doute. Le G7 dénonce également le mutisme des autorités académiques et administratives qui, selon les 7 syndicats les plus représentatifs, ont très souvent fait preuve de faiblesse coupable, confortant ainsi les élèves dans un sentiment d'impunité. Ils considèrent que le moment est arrivé de mettre un terme à ces dérives pour éviter que ne s'installe cette tyrannie. Le G7 invite donc tous les enseignants à observer scrupuleusement le plan d'action suivant. Mardi 22 juin 2021, débrayage à partir de 9h. Mercredi 23 juin 2021, grève totale. Le G7 a également saisi l'opportunité de cette conférence de presse pour condamner toute tentative de perversion de la jeunesse par l'introduction de la question de l'homosexualité dans les curricula. Il prend également à témoin l'opinion sur l'immobilisme du gouvernement quant à la matérialisation des points d'accord, malgré la pause observée et les multiples sacrifices consentis par les enseignants pour atténuer l'impact de la pandémie. Le G7 dégage également toute responsabilité quant au recrutement des 5000 enseignants pour n'avoir pas été associés au processus. Rufisque de Nizia Sambo pour Sud FM. Recrutement des 5000 enseignants, les professeurs sortants de la FASTEF promotion 2013 alertent de nouveau. Certains d'entre eux ne sont pas présélectionnés alors qu'ils devraient être prioritaires. Selon leur coordonnateur, ceci montre encore une fois que les autorités de l'éducation ne suivent pas les recommandations du président de la République en jouant la carte de la transparence. Al-Fousseini Keïta affirme qu'ils ne laisseront personne leur prendre ce qui les revient de droit. Nous l'écoutons au téléphone de Abdoulaye Diop. Depuis ce matin, à 1h du matin, les sortants de la FASTEF, certains sortants de la FASTEF ont commencé à recevoir des messages de notification pour la présélection. Mais nous prenons à témoin l'opinion nationale et toutes les personnes actives autour de l'éducation qu'il est en train de se passer quelque chose qui est très inquiétant. Parce que des sortants de la FASTEF, diplôme en main,
certains ont reçu des messages comme quoi ils ne sont pas présélectionnés. Alors qu'ils ont rempli toutes les conditions, ils ont rempli tous les critères pour être présélectionnés. Pourquoi écarter ces derniers? Aujourd'hui, nous sommes en train de recenser toutes ces personnes, tous ces sortants de la FASTEF qui ne sont pas présélectionnés et qui ont rempli tous les critères. Dans les heures qui viennent, nous reviendrons vers vous avec des chiffres à l'appui pour montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce recrutement qui est inquiétant et que les sortants de la FASTEF ne vont plus accepter. Parce que ce sont ces autorités qui ont dit tous les diplômés, tous les sortants de la FASTEF sont prioritaires. Pourquoi écarter des sortants de la FASTEF qui sont prioritaires, qui ont rempli toutes les conditions, qui ont rempli tous les critères pour être recrutés et on les recale? Sur quelle base? Cela, nous n'allons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons pas et nous n'allons pas l'accepter. On se fera entendre par tous les moyens. Il va falloir que les autorités qui gèrent l'éducation puissent aller dans le sens du président de la République. Et ce qu'ils ont dit n'ont qu'à respecter leurs paroles. À Liberté 4, les habitants font face à un manque criard d'eau depuis hier, une situation intenable. Si certains, faute de réserve, comptent sur le voisinage, d'autres vont plus loin pour se procurer le liquide précieux. Ismaïla Marcel Colli. À la Liberté 4, l'eau ne coule pas des robinets depuis hier. Une situation difficile, nous dit Hassan Badji, habitant de ce quartier. Depuis hier, on n'a pas d'eau. Oui, c'est très difficile. Même la nuit, je me suis réveillé vers le coup de 2h du matin avec mon voisin ici. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'eau. Depuis vers le coup de 2h du matin jusqu'à présent, on est en train d'attendre de l'eau. Jusqu'à présent, l'eau n'a pas venu. À quelques jours de là, cette autre habitante de Liberté 4 embouche la même trompette. Je m'appelle Madame Sissende Harsek et j'habite Liberté 4. Donc depuis hier, on n'a pas d'eau. Mais à un moment donné, vers 4h du matin, entre 4h et 5h, il y en a eu un peu. Et moi, j'en ai profité un peu pour faire les réserves. Après, vers 5h, c'est reparti. Donc depuis lors, il n'y a rien. Les habitants de ces 10 quartiers, faute de réserve, comptent sur le voisinage. D'autres vont jusqu'à l'école Liberté 5 pour se procurer le liquide précieux. Non, on n'a pas de réserve, Tu vois, c'est ce voisin-là que je vais venir chercher de l'eau jusqu'à présent. C'est eux, dans le quartier là, c'est eux qui envoient de l'eau à cette heure-ci-là. À part eux, personne ne peut pas avoir de l'eau. Je suis venu juste pour chercher de l'eau comme ça. Et il y a beaucoup même de personnes qui vont à l'école Liberté 5 pour chercher de l'eau là-bas. Pour rappel, le manque d'eau noté dans plusieurs quartiers de la capitale est survenu suite au tuyau de Seine-Eau perforé à la hauteur de Liberté 6 par l'une des machines du BRT. Le général Moussa Fall est le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Il remplace à ce poste le général Jean-Baptiste Tine qui devrait faire valoir ses droits à la retraite. Le général Fall a fait ses preuves partout où il est passé. Il a été entre autres commandant de la gendarmerie territoriale avant d'être promu numéro 2 de la gendarmerie. Il avait occupé aussi le poste de gouverneur du palais. Son portrait réalisé par Ndeye Mariam Ndiaye. Enquêteur chevronné, homme de terrain, baroudeur et as du renseignement, le tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale a fait ses preuves et a gravi tous les échelons pour arriver au sommet du commandement. Il s'est illustré en Casamance où il a réussi à traquer et arrêter les auteurs de l'assassinat d'Omar Lamine Badji, un militant du Parti démocratique sénégalais et ancien président du conseil régional de Ziguinchor, tué le 30 décembre 2006 dans son domicile à Bignona. L'ancien gouverneur du palais, le général Moussa Fall, a aussi marqué la section de recherche de Colobane où il a eu à élucider plusieurs affaires criminelles. Originaire du Cayor, le général Moussa Fall a principalement servi dans 2 régions du Sénégal, à savoir Dakar et Ziguinchor. Et ici, c'est la section de recherche qui a fait découvrir cet officier aux Sénégalais. L'histoire et le parcours du général Moussa Fall sont intimement liés à la Casamance. Jeune officier de gendarmerie, c'est à Ziguinchor qu'il a fourbi ses armes et montré les qualités de commandeur des hommes. Le général Moussa Fall a marqué son territoire et s'est fait une réputation. Celui qui est aujourd'hui aux destinées de la gendarmerie est un homme de mission impossible. Sous son magistère, à l'état-major de Tchonk, de nombreux dossiers ultra sensibles ont été gérés sous son autorité, à savoir l'arrestation du poseur de la bombe de Yongoulen, l'échec de l'attentat organisé par Habiboula Touré contre le président Abdoulaye Wade, etc. D'ailleurs, c'est sous son règne qu'une des plus grosses prises de drogue a été réalisée avec la saisie de 2,4 tonnes au large de Mbour.
Ndeye Marième Ndiaye, un atelier de lancement officiel du projet MM3 Programme mondial OIM PNUD s'est tenu au centre de formation professionnelle CFP de Diourbel. L'objectif de ce projet est de placer la migration au service du développement territorial durable avec comme mission intégrée la dimension migratoire dans les politiques publiques locales. Reportage Adam Ndiaye. Placer la migration au service du développement durable, c'est en tout cas l'objectif de la phase 2 du projet Diapando qui vient d'être lancé au niveau de Diourbel. Il s'agit d'un projet tripartite entre l'Organisation internationale pour les migrations, la Direction générale d'appui des Sénégalais de l'extérieur et l'Agence régionale du développement de Diourbel ARD. Ibrahima Thiam est responsable du programme Placer la migration au service du développement durable phase 2 Diapando. Il s'agit de voir comment intégrer la migration dans les plans et politiques de développement, que ce soit au niveau national et au niveau local, pour avoir cette cohérence de la formulation et de mise en œuvre des politiques de développement au niveau du Sénégal, en ayant un focus au niveau local. D'où l'intérêt aujourd'hui de voir des exemples d'initiatives de projets qui sont financés par, en tout cas, l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse, en conjoint partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, avec les régions de Diourbel, Saint-Louis et Sédhiou. Le directeur de l'Agence régionale du développement de Diourbel ARD estime que ce projet est le prolongement du projet Diapando 1 clôturé depuis 2016. Sambala Obembaye. La région de Diourbel est réputée d'être une région de migration. Il y a beaucoup de départs, il y a des migrants de retour et des potentiels migrants. Les études ont montré qu'il y a beaucoup de migrants de retour qui se sont retrouvés en association et qui sont en train de mettre en place des dynamiques d'entreprise. C'est pour ces raisons que le projet compte intervenir dans la région de Diourbel pour davantage appuyer ces migrants et essayer de mettre en place des dispositifs pour contenir la migration, c'est-à-dire assainir un peu l'environnement pour la création d'emplois, création de richesses, pour que les jeunes puissent rester sur place et travailler. Le coût de ce projet est de 115 millions de nos francs. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, au lendemain du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, fêté en héros par ses partisans, le travail pour une véritable réconciliation nationale devrait commencer dans ce pays encore traumatisé par 2 décennies de violences politiques et ethniques. Hors d'Afrique, en France, face à la production massive de masques chirurgicaux et la pollution qu'elle engendre, des entreprises et collectivités ont décidé de prendre les devants en se lançant dans le recyclage de ces objets devenus omniprésents avec la Covid-19, mais pour l'heure, ce phénomène reste isolé et n'en est qu'à ses débuts. Nous accueillons Rapsa Elimanouane dans votre page éco. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, dans la présente, nous recevons Mamadou Aliou Diallo. Il est le président des marailleurs crevettiers de Foundiougne dans la région de Fatick. Il revient sur la raréfaction du produit et rappelle que le repos biologique est prévu à partir du mois d'août. Pour la rareté de la crevette et la cherté, c'est 2 choses qui vont de pair. Je vais vous expliquer la rareté d'abord. Nous sommes en période de fin de saison sèche et début d'hivernage. Donc il y a un facteur climatique qui joue sur l'espèce. Actuellement, la crevette, elle n'est pas tellement nombreuse, mais elle est très mince, très mince. Et puis, ça rend un peu le travail difficile pour les femmes transformatrices. Parce que, vous savez, les femmes transformatrices, après avoir transformé le produit est séché sous le soleil. Pendant l'hivernage, bon... Et même s'il n'y a pas de pluie avec les nuages là, quand le soleil ne sort pas, les femmes ont des difficultés à travailler. Voilà. Bon, pour la cherté aussi, en ce moment, il n'y a pas tellement de crevettes. La loi de l'offre et de la demande s'impose. Il n'y a pas de produit, les demandeurs, il y en a en pagaille. Bon, vous savez, là, bon, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'impose. Bon, et puis nous allons maintenant vers une fermeture de la campagne, c'est-à-dire le repos biologique qui doit commencer à partir du 1er août au 31 août à 0 heure de chaque année. Merci à Mamadou Aliou Diallo, le président des marailleurs et crevettiers de Foundiougne dans la région de Fatick. Merci.
Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. À 18h passées de 27 minutes, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Politique, le leader du parti PASTEF démarre son Némékou Tour, une tournée nationale de 3 jours. Ousmane Sonko avertit le pouvoir contre toute éventuelle attaque et promet de répondre à la hauteur de l'acte. Vous avez eu à l'écouter dans ce 18h. Épidémie de Covid-19, plusieurs variants du coronavirus détectés entre avril et mai au Sénégal, dont le variant indien très contagieux. L'Institut Pasteur alerte tandis que la direction de la prévention appelle au respect des mesures barrières. Au même moment, les cas de contamination grimpent entre hier et aujourd'hui. 141 nouvelles contaminations ont été enregistrées par les autorités sanitaires. Hivernage 2021, lutte contre le paludisme, le service d'hygiène lance les opérations de délarvation dans plusieurs zones de la capitale. Quant au saupoudrage, ces opérations vont démarrer le mois prochain. Assurance du lieutenant Armand Sec que vous avez écouté dans cette édition. Perturbations en vue dans le secteur de l'éducation. Le G7 va observer un débrayage le mardi 22 juin et une grève totale le mercredi 23 juin. Les syndicalistes dénoncent les violences faites envers les enseignants et pointent du doigt le mutisme des autorités académiques. L'actualité internationale a bouclé cette édition mise en onde par Pape Laïdjei. Tout de suite après, vous pourrez écouter Sud Éducation avec Mariem et Aïda. S'en suivra votre rubrique Culture avec Amadou Moustapha Dian. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.